La cybernétique, discipline inventée dans les années 1940-1950 pour optimiser les calculs de balistique, à l'origine c'est que ça, propose une description du monde comme un ensemble de systèmes en interaction à piloter et à réguler, et abolit sur les plans théoriques et pratiques la frontière entre sujet et objet, vivant et non vivant. Donc cible humaine et cible objet en mouvement. En fait, pour la cybernétique, et là vous reconnaissez aussi des éléments de langage de Jacques Attali, qui dit voilà, les sujets sont appelés à devenir des objets, enfin c'est le devenir objet. Mais il n'est pas le seul à dire ça en fait. En réalité, ce mode de pensée, je dirais, j'ai envie de dire relativement partagé dans les milieux du pouvoir, depuis au moins les années 50. C'est-à-dire la généralisation de la cybernétique sociale, c'est-à-dire des applications sociales et politiques de la cybernétique. C'est-à-dire en fait, nous sommes tous des systèmes, tout simplement, sauf qu'on est des systèmes un peu imprévisibles par rapport, par exemple, à un frigo. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que toute l'histoire du progrès technique humain est une histoire du progrès vers les libertés et la maîtrise de l'immortalité, avec une constatation implicite, qui n'est pour l'instant qu'implicite, mais qui structure nos modes de pensée, c'est que chacun d'entre nous est mortel, chacun d'entre nous sera mort avant 2100, sous réserve de ce que Laurent va nous dire que l'homme qui vivra 1000 ans est dans cette pièce. Je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas mort en 2100, vraisemblablement, c'est cette table. Les objets sont immortels, ou presque. Nous sommes mortels. L'eau est immortelle, qui nous compose. Nous sommes mortels. Et donc, dans notre fantasme absolu, nous voulons progressivement nous transformer en artefacts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, progressivement. L'artificialisation de l'être humain, qui commence par des choses très prosaïques. On peut dire que le coitus interruptus, c'est le début de l'artificialisation, puisque c'est la prise de conscience de ce qu'il faut faire pour maîtriser les naissances, jusque l'intelligence artificielle inscrite dans les prothèses et les robots va nous transformer progressivement en être artificiel et en objet. Donc, le fantasme absolu, la pulsion de l'histoire longue, très longue, c'est de transformer l'être humain en un objet nomade, en une pierre lancée dans l'univers. Naturellement, c'est fou. Si on en prend conscience, ça nous paraît absurde. Et sans doute faut-il en prendre conscience, d'autant plus que nous sommes 7 milliards 900 millions, nous allons être 8 milliards, nous allons être 10 milliards. Il y a des tas de gens qui sont 1 milliard de gens qui aujourd'hui meurent de faim, 1,5 milliard qui meurent de soif, et qui a des problèmes beaucoup plus urgents que ceux dont je viens de parler. Mais pour autant, telle est la pulsion de l'humanité. Et donc, si nous voulons être humains aujourd'hui, devenir humain, c'est d'abord prendre conscience de cette folie-là, de cette transformation de l'être en un objet nomade. Ben, le frigo, il ne bouge pas trop, mais la différence fondamentale entre moi et le frigo, c'est la température. Donc c'est tout. Enfin, et en fait, non, mais c'est ça, la cybernétique voit tout, ça consiste en fait à tout décrire en termes quantitatifs et quantifiables. Donc c'est une approche entièrement quantitative du fait social, enfin de la vie en général, du monde en général. Donc nous sommes tous des systèmes en interaction. Bon, moi j'interagis avec le frigo. Tout à l'heure, si je l'ouvre pour prendre une bière, ben, j'interagirai avec le frigo. Et la cybernétique a l'intention de faire en sorte, enfin c'est-à-dire le transhumanisme, que le frigo puisse me répondre. C'est le principe des objets connectés. Et on ajoute à cela le crédit social. Donc si par exemple hier j'ai trop picolé et que c'est marqué dans mon crédit social, aujourd'hui je ne pourrais pas ouvrir la porte du frigo pour picoler encore. Vous voyez, enfin, c'est donc le pouvoir est en train de nous insérer dans un système d'objets connectés qui en réalité seront aussi des sujets connectés, mais comme il n'y aura plus de différence entre les sujets et les objets, c'est juste des systèmes connectés. Et en fait, les objets pourront faire la loi. C'est vraiment ça le problème. C'est que la dictature informatique, l'informatique, en gros, l'intelligence artificielle, fera la loi et dictera son développement au biologique. Donc là, on est en train de nous faire entrer dans un système où, en fait, tout est inversé. J'ai parlé dans d'autres conférences, en fait, de l'inversion du contenant et du contenu. C'est-à-dire que, normalement, c'est la nature qui... Le contenant, c'est la nature. À l'intérieur de la nature, il y a des contenus culturels. Là, c'est une inversion. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, en quelque sorte, enfin l'artifice, la science, devient le contenant, et nous, en tant qu'êtres naturels, nous sommes tolérés à l'intérieur d'un système globalement artificiel.
En fait, la nature est simplement, je dirais, tolérée à titre de contenu. Mais d'une certaine manière, en fait, au bout d'un moment, elle ne sert plus à rien. Donc de toute façon, elle sera éradiquée physiquement. On va vraiment vers Matrix. Le problème, c'est qu'on va vers un mélange de Matrix et d'idiocratie, en fait. Donc là, c'est encore un autre débat. Non, mais parce qu'en réalité, cette informatisation de la société, enfin cette dictature informatique, fait baisser le QI, rend les gens cons, et de toute façon, c'est bourré de pannes, de bugs, et ce sera de plus en plus dysfonctionnel. Donc c'est vraiment ça le problème, hein, parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, allez, une dictature informatique pour améliorer le quotidien. Passe encore. Là, on est vraiment dans l'utopie, hein, on va en finir avec le mal, les problèmes, et puis on va tout lubrifier. C'est un peu le fantasme un peu du crédit social chinois. Bon, le problème, c'est que, en fait, ça ne marche pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on va se retrouver enfermé dans une dictature informatique, dans une prison informatique dont on ne pourra pas sortir et qui en plus ne marche pas. Vous voyez le cauchemar dans lequel on veut nous faire rentrer. Évidemment, c'est inacceptable. Naturellement, c'est fou. Si on en prend conscience, ça nous paraît absurde. Et sans doute faut-il en prendre conscience, d'autant plus que nous sommes 7 milliards 900 millions, nous allons être 8 milliards, nous allons être 10 milliards. Il y a des tas de gens qui sont 1 milliard de gens qui aujourd'hui meurent de faim, 1,5 milliard qui meurent de soif, et qui a des problèmes beaucoup plus urgents que ceux dont je viens de parler. Mais pour autant, telle est la pulsion de l'humanité. Et donc, si nous voulons être humains aujourd'hui, devenir humain, c'est d'abord prendre conscience de cette folie-là, de cette transformation de l'être en un objet nomade. Et pour en prendre conscience, eh bien, il faut appliquer notre intelligence à la prise de conscience de ce que la rareté est la condition même de l'identité humaine. L'espace est rare, les choses qui nous entourent sont rares, et nous devons vivre dans cette prison de l'espace. Cette prison qui nous limite, qui fait qu'on n'est pas né à un autre moment que celui où on est né, qui fait qu'on a une certaine culture, une certaine unité, un certain passé, et nous devons vivre dans cela. Et nous devons vivre dans un espace qui soit la planète tout entière, mais aussi une nation, et construire quelque chose lié à la prise de conscience de cette rareté de l'espace. Et de ce qu'elle implique comme nécessité de la protection de cet espace, de sa valorisation. Et nous devons vivre aussi dans la prise de conscience de la rareté du temps. De ce que notre temps est bref et que notre principale préoccupation doit être non seulement d'essayer de vivre le plus longtemps possible, mais le mieux possible. Et les deux se conjuguent dans ce que la philosophie appelle depuis très longtemps, en balbutiant dans les concepts un peu partout à travers le monde, la recherche du bon temps. Nous devons et nous cherchons, et les technologies nous y amènent aussi en balbutiant, même s'ils ne pensent pas le faire, à créer les conditions pour que chacun d'entre nous, je veux dire chacun des 8 milliards d'habitants de la planète, puisse non pas vivre du temps, mais vivre du bon temps. Du bon temps, ça veut dire un temps débarrassé des contraintes de la pénibilité, un temps débarrassé des contraintes du travail ennuyeux, un temps de plus en plus libre, un temps de plus en plus créatif, un temps où apprendre, consommer, travailler, seront joués, seront des concepts qui seront dépassés parce que nous ferons les 4 choses en même temps. Parce que nous serons en permanence en situation de dépassement de nous-mêmes, d'apprentissage de nous-mêmes, de découvrir ce qu'il y a en nous. C'est pourquoi je crois que les principaux progrès qui viennent maintenant, de façon, si je reviens à des choses plus immédiates, c'est tout ce qui va nous permettre de libérer du temps. Par exemple, je crois que le premier progrès qui vient maintenant dans les pays les plus avancés, ça va être la voiture autonome. Parce qu'on se rendra compte dans 30 ans qu'il était absurde d'avoir un objet qu'on n'utilise que 8% de son temps, ou 7%, et que même quand on l'utilise, on perd son temps, puisque quand on est au volant, c'est du temps incroyablement gaspillé. Alors aujourd'hui, on compte le temps gaspillé en parlant du gaspillage dans les embouteillages, mais non, ou dans les retards. Non, le temps est gaspillé tout court. Et donc, le premier grand progrès libérateur de l'humanité, ça va être nous débarrasser de cette contrainte-là. Et la voiture autonome est un formidable outil de libération. Et comme je pense souvent, on l'a vu avec le téléphone mobile, elle apparaîtra ailleurs que dans les pays développés, parce que c'est là où les espaces de liberté d'action sont les plus grands. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Google est intéressé à la fois à l'immortalité et à la voiture autonome, parce que la clé, c'est
éloigner la contrainte de la rareté du temps. Il y a deux autres domaines dans lesquels le bon temps est essentiel. Évidemment, c'est celui de la santé, dont a très bien parlé Laurent tout à l'heure, avec la santé comme augmentation de l'espérance de vie et aussi création d'un temps de plus en plus libre. Et l'éducation qui rejoint celle-là, parce que l'éducation doit être un enjeu absolument majeur où les technologies restent encore à découvrir. C'est pourquoi, quand on parle du numérique, ça me paraît aussi dérisoire, pardonnez-moi, hein, j'ai l'impression en disant ce que je vais dire maintenant d'être un lapin invité dans un déjeuner de chasseurs, mais le numérique, ce n'est pas du tout les technologies de demain, c'est les technologies d'avant-hier. Internet, c'est en 1978 que ça apparaît. Les technologies de demain, c'est neurosciences, biotechnologie, qui naturellement s'appuient sur la technologie du numérique, mais qui n'en sont que les premiers fondements. Et l'éducation et les techniques d'apprentissage, ou plus exactement aussi d'apprentissage de l'attention, d'apprentissage de l'apprentissage, toutes ces techniques qui restent encore à découvrir, sont à mon avis le grand enjeu de demain, à condition que cette évolution ne soit pas qu'une ruse dans la transformation de l'homme en un objet nomade. Autrement dit, que cette maîtrise du temps et du bon temps ne nous transforme pas tous en des êtres trouvant de la jouissance dans notre servitude, dans la jouissance de l'acceptation des normes et dans la jouissance de l'acceptation de ce que chacune de nos gestes ne soit qu'une illusion par le jeu ou par la virtualité. C'est dans la contrainte de la rareté matérielle de la vie que se trouve la beauté de la condition humaine. Je vous remercie.